Je ne sais pas chanter mais je m'en fous, je prends ma revanche. Danse avec moi dans la folie de cette nuit étrange. Les flammes de l'enfer ne peuvent me brûler. C'est dans le chaos que je vais me venger. Je me venge dans la vague, sans détruisant les fausses notes. Sous pensée qu'on en aurait fini avec l'hôtel à spin. Dans la musique joue, personne ne peut me censurer. Car je ne sais pas chanter, je m'en fous. Les diables se moquent, les démons avec eux, j'en ai pas fini. Essayez de noyer vos vices dans les flammes de ma mélodie. Face aux succubes qui me tourmentent et me piétinent. Vous croyez que je m'intéresse à vos conneries? Je ne sais pas chanter mais je m'en fous, je prends ma revanche. Danse avec moi dans la folie de cette nuit étrange. Les flammes de l'enfer ne peuvent me brûler. Car c'est dans le chaos que je vais me venger. Je me venge dans la vague sans détruisant les fausses notes. Sous pensée qu'on en aurait fini avec l'hôtel à spin. Dans la musique joue, personne ne peut me censurer. Car je ne sais pas chanter, je m'en fous. La rire cruelle, les diables se moquent, les démons avec eux, j'en ai pas fini. Essayez de noyer vos vices dans les flammes de ma mélodie. Face aux succubes qui me tourmentent et me piétinent. Vous croyez que je m'intéresse à vos conneries? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie avec aujourd'hui le gros du gros d'Has Been Hotel. J'avais déjà fait une première vidéo dans un premier temps pour faire une sorte d'introduction au sujet sur la chaîne en parlant un peu des personnages, de mon avis, etc. dont on va pas vraiment revenir. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo beaucoup plus complète pour analyser le total de la série. Alors, je vais le dire tout de suite parce que sinon je vais enlever le suspense de suite. Je ne compte pas parler de tous les éléments extérieurs à la série, hein, c'est-à-dire qu'on va pas trop parler d'Eluva Boss, parce que, bon, alors, je suis conscient que c'est dans le même lore, j'ai pas forcément, encore une fois, apprécié le show, bien entendu, et cette fois je l'ai fini. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais voilà. Non, aujourd'hui on va se concentrer exclusivement sur la série Has Been Hotel. Hein, on va pas parler des comics et autres éléments extérieurs qui sont dans le canon, à part quand on abordera l'aspect un peu plus théorie en profondeur. Mais pour le moment, on va vraiment analyser épisode par épisode, en vous résumant en même temps, et en parlant des bienfaits du récit qui sont présentés. Et pourquoi cette série, elle est bien? Bon, ça s'explique pas parce qu'on ne peut pas expliquer le mot, vous comprenez? Donc voilà, on va faire le générique, et après, on va y aller. Merde! Commençons par le commencement et commencer avec le début, avec justement le début du lore, mais pas du lore du lore en soi, le lore de l'histoire de la création de l'humanité, avec justement tout le background, comme disent les jeunes, hein, ou l'anglicisme, hein, comme vous le voulez, entre Adam, Lilith, Ève, Lucifer, etc. Des informations qui nous sont données, telles le fait que Lilith a le pouvoir de la chanson, que justement Charlie, le personnage principal du récit, va reprendre un peu la mission de sa mère pour faire de l'enfer, une place plus agréable, avec toute cette histoire de rédemption. On a l'introduction aussi des exterminateurs, de l'extermination en soi, qui est produit par les exterminateurs. Et toute cette idée de l'enfer qui est techniquement la création pas explicite de Lilith et Lucifer qui s'y sont retrouvés enfermés, enfin tous des éléments qui nous introduisent au début du récit. Ensuite, on a quelques autres éléments qui sont intéressants à représenter. C'est déjà le fait que Lilith est absente depuis 7 ans. Hein. Et bon, on va le voir à la fin de la série, ça fait bien 7 ans. Hein.
vu que bah, elle est présente. Ouais, bon, alors au-delà de ça, on a aussi le personnage d'Alastor qui, dans cet épisode, a comme introduction le fait qu'il n'aime pas la télé. Il préfère la radio. Spoiler, ça va servir pour plus tard. Wink, wink. Ensuite, nous avons le personnage de Charlie, enfin de Charlie Morningstar, qui est complètement hors du milieu où elle est. Son biome n'a rien à voir avec sa conscience. Je parle bien sûr de l'enfer. Je veux dire, l'enfer est une place horrible, horrible et horrible. Et elle est tout sauf horrible. Hein. Sauf sur Rule 34. Mais ça, c'est une autre histoire. En termes de personnages avec leurs introductions, nous avons par exemple aussi Adam, qui lui est un sac à merde, et qui est intéressant parce que déjà dès le début, on voit que le mec, qui est censé être la bite originelle comme il le dit, c'est moi la bite originelle, est a le design d'un démon. C'est un peu con pour un être divin du paradis, et comme je l'ai déjà dit, est aussi une grosse merde qui cumule les 7 péchés capitaux, quoi. Et bon, après, on a des petits éléments type easter egg, hein, ou œufs de Pâques, avec le fait qu'il adore des côtes, je sais plus le nom de la bouffe, mais c'est une référence au fait que Lilith a été créée à partir d'une côte. Enfin, bon, on s'en branle, ça c'est dans les détails. Bon, tout est dans les détails, mais c'est du détail qui est trop profond pour mon intelligence inférieure. Bon, alors en parlant de personnages, toujours dans cette même dynamique, nous avons le personnage de Vaigi, qui est surtout caractérisée comme étant déterminée, parce qu'elle connaît la douleur, et que maintenant elle doit suivre son cœur. Je déconne. Non, elle est déterminée par Charlie, c'est sa motivation principale. On voit qu'elle aime d'amours et d'eau fraîche, et bien plus encore. Et bon, on voit aussi d'une manière générale l'introduction aux chansons, qui sont intradiégétiques dans le récit. Alors bon, pour le moment c'est un peu des éléments qu'on avait dans le pilote, hein, je parle des chansons, etc., Vaigi, Alastor, etc., Mais bon, comme je vous l'ai dit, on parle de la série en elle-même, ok? Ne venez pas m'emmerder avec ça. En parlant des chansons, alors elles sont assez intéressantes parce que l'une fait écho à l'autre, enfin elles se complètent d'une certaine manière. C'est-à-dire que d'un côté on a Charlie qui est là à vendre sa niaiserie, entre guillemets, son espoir qui est annihilé par la chanson de Adam en parlant de l'enfer qui est éternel et que la rédemption n'est pas possible. Bien entendu, la fin de la série nous montrera qu'Adam a tort et que Charlie, fille de Lucifer, a raison, ce qui renversera la balance, mais bien entendu, pour le moment, et comme beaucoup de fois vous allez le voir, les chansons se font écho entre elles. C'est comme si Charlie avait dit quelque chose et que Adam lui avait répondu. C'est un peu ce qui se passe littéralement lors de la deuxième chanson, lorsqu'elle commence à chanter, mais ça arrivera plus subtilement par la suite. On a aussi un peu de teasing avec des préparations de certains enjeux, dont la mort d'un ange, de ce qu'on comprend être quelque chose de majeur en termes d'événements, puisque ce n'était jamais arrivé avant, et que les anges ont la trouille. Mais on sait bien entendu que ces ennemis sont tuables. J'allais dire battables, mais je sais pas trop si c'est français, donc on va voir. Puis, la révélation finale qui augmente les enjeux, avec le fait que la prochaine extermination, soit le problème principal de l'enfer, est avancée. Voilà. Et ça la fout mal. Mais aussi, ça sert à briser les rêves de Charlie, qui a déjà pris plein la gueule avec la chanson de Adam. Et c'est là pour en remettre une couche. En passant à 176 jours. D'autres petits détails dans la série, dans l'épisode 1, pardon, que nous apprenons, c'est le fait que Alastor s'amuse. Et ça peut être quelque chose d'assez important pour la suite au niveau des théories. Vous comprenez, c'est le fait qu'il s'amuse. On ne sait pas si il est sincèrement là pour l'hôtel ou s'il joue quelque chose. Bon, on a aussi tout ce qui va autour de sa gueule de sourire de con là, dont on reviendra bien entendu lors de l'avant-dernier épisode, pardon. Et ainsi que la philosophie des anges présentée par Luffy. Les anges ne commettent aucune erreur. Vous en êtes aussi sûr que ça? Passons désormais, maintenant, je prononce mal les mots, à l'épisode 2. On va parler d'une brochette d'enculé qui est assez intéressante parce que cette brochette elle constitue à mon humble avis une majorité d'antagonistes ou de personnages assez importants pour la saison 2 parce que pour le moment ils sont quand même assez importants entre guillemets mais ils n'ont pas fait de grands enjeux en termes d'impact. On peut pas dire qu'ils ont fait un sacré grand nombre de dégâts, bon à part pour Angel mais voilà. On va parler des
Alors les les Viz, composés de Vox, Velvet et Valentino, les 3 V. Comme vagin. Non, je déconne. Les V, les Viz. Alors, d'une certaine manière, ces enfoirés représentent un peu des relations triangulaires. Hein. Alors, je sais plus le terme exact, mais je sais que c'est symbolisé et que ça commence par un V. Et vu que ça s'appelle les Viz et que c'est Vox, Velvet, Valentino, c'est pas déconnant de penser à ça. Et quand on regarde bien les relations au sein de la série, on sait pour sûr que Vox et Valentino, c'est... Et que Vox et Velvet, il y a un peu ce côté homme-amour. Salut. Ce qui montre un peu cette singularité, ce triangle des Bermudes infâme. Mais au-delà de ça, cette triangularité propose quelque chose d'intéressant, et c'est d'une manière générale le contrôle des médias. Avec d'un côté Vox qui littéralement, c'est la télé, donc c'est les médias au point le plus ancré, le plus basique que l'on peut voir. Hein, et bon, ça va avec des éléments qui s'adaptent en fait à l'actualité. Hein, on peut voir avec les espèces d'Apple Watch, avec les téléviseurs, etc., etc. Et puis si on voit aussi avec une vieille photo de Vox sur laquelle on va revenir quand on parlera de Valentino, ne vous en faites pas, on voit qu'il avait une vieille télé, enfin c'est une télé catholique et maintenant c'est un écran HD. Donc forcément on voit qu'il y a une évolution avec la pointe de la technologie, etc., etc. Velvet c'est très très con, hein, c'est tout simplement une influenceuse, hein, voilà, c'est la jeunesse influenceuse sur les réseaux sociaux, donc c'est aussi le contrôle des médias de la manière la plus logique, et aussi de la mode, parce que ça c'est important, hein, la mode est aussi un gros pouvoir médiatique. Et en plus de ça, nous avons Valentino le papillon de nuit, qui est un producteur et un scénariste. Enfin bon, scénariste, on sait pas trop parce que... oui, si, scénariste, hein, parce que non, c'est l'autre, c'est le réalisateur. Scénariste et aussi à ses heures perdues, acteur de porno, qui est tout de même une industrie importante dans le contrôle des médias, n'est-il pas? Parce que sans porno, eh bien, ouais, donc, Valentino. Alors, ce qui est important à dire aussi sur Valentino, maintenant, cet aspect-là, c'est le fait qu'il a créé Angel. Bon, on parle bien de la star porno, on savait que c'était une star du cul. Enfin, oui, une star, oui. Ça reste un garçon, mais c'est une star. Et aussi qu'il possède un gaz rouge, avec des cœurs, papillon de nuit. Wink, wink. Bon, au-delà de ça aussi, on a le fait que, on sait que c'est un papillon de nuit, et on a, sur cette photo, donc, je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, notre petit Valentino, il a ses deux antennes, et là, si on regarde, il a une antenne en moins. Ouais. J'ai aucune idée de comment analyser ça, mais je l'ai vu. Donc, je le dis, et je suis content. Putain. Bon. Pour continuer sur l'épisode 2, nous avons l'introduction aussi de Sir Pentious, qui est un personnage qui a besoin de reconnaissance chez les fameux Viz, mais Pentious ou Sir, ça ne commence pas par un V, donc il peut aller se faire foutre. Mais c'est surtout un personnage assez pathétique. D'ailleurs, son vaisseau est une sorte de préparation de paiement avec la fin lorsqu'il se fera annihiler la gueule par Adam. Dans le sens où, fait péter la gueule par Alastor, mais cette fois il survit. On apprend aussi bien entendu dans cet épisode que tiens, comme par hasard, comme Lilith, ça fait 7 ans qu'Alastor il est plus là. Oh, y a-t-il un lien? Je ne sais pas, on en reparlera plus tard. D'ailleurs, en parlant d'Alastor, il y a un truc assez sympa avec Sir Pentious en termes d'analyse, c'est le fait que Pentious est censé être un ennemi récurrent d'Alastor, et Alastor je s'en rappelle pas du tout, tellement c'est des combats entre guillemets pathétiques, des combats qu'il termine en 2 secondes, des combats qui n'ont aucun mérite d'avoir du souvenir. Donc là on parle de combat, hein, bien entendu. Et l'écho qui est intéressant, c'est que lorsqu'Alastor se rappelle de Sir Pentious, c'est pour un léger détail, le fait d'avoir arraché un morceau de la veste. C'est-à-dire que ce détail est beaucoup moins insignifiant qu'un combat qu'ils font d'habitude. Bon, après, c'est parce que Alastor et sa personne, il y a la veste, machin, tac tac, et comme il le dit lui-même... Oh, il n'y a
que peu d'individus qui peuvent se vanter de m'avoir atteint à ce point. Mais bon, c'était tout de même, à mon sens, assez intéressant à analyser. Pour continuer sur la route d'Alastor, on dirait le nom d'un spin-off de merde ou d'un fanart nul à chier, la chanson qui crée d'une certaine manière un conflit, bah c'est pas une certaine manière, hein, c'est littéralement une joute verbale de chanson, un combat donc entre Vox et Alastor. Donc, qu'est-ce que nous amène cette chanson? Déjà, un rapport de puissance avec l'un qui domine l'autre, l'un qui croit dominer l'autre, et l'un qui veut dominer l'autre. Et aussi, des éléments sur leur personnalité. Je veux dire, bon bah, Alastor, ce mec est une énigme parce qu'il a un sourire au visage, mais je veux dire, Vox, c'est vraiment ce côté petit teigneux qui fait que gueuler. En gros, moi, il me rappelle un peu Joe Dalton, entre guillemets, d'une certaine manière. Et aussi, on en prend avec leur ancienne relation passée. Et justement, ben, c'est quand même intéressant de voir l'hypocrisie de Vox dans toute sa splendeur. Donc bon, voilà pour ce qui est de cette première chanson. Je vous ai dit à quel point Sir Pentious était un élément essentiel malgré son côté pathétique. Bon, déjà son besoin de reconnaissance envers les Vises est quelque chose qui montre l'aspect pathétique, parce que bon, bah, ça fait même pas 48 heures ou 24 heures qu'il s'est fait choper, et bah il est ramené comme une merde par Vox, mais au-delà de ça, on a des éléments importants. Déjà, c'est le début de la rédemption d'Angel, qui, bien entendu, ne sera pas la première âme rétablie dans le paradis qui montrera que l'hôtel a fonctionné, mais bah, ça se prépare un peu. Écho à l'épisode où ils sont au paradis, on y reviendra plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on a cette dualité et qui se crée avec Angel, et aussi, bah, du coup, ça montre sa détermination à lui, mais surtout, la chanson avec Pentious montre sa vocation à être meilleure, et montre que l'hôtel a tout de même une chance de fonctionner, jusqu'à ce qu'on sache qu'il puisse fonctionner, qu'il peut fonctionner. Français, française. Et au-delà de ça, on a aussi la philosophie de Charlie. Son côté, oui, non mais, dire pardon, c'est facile, sauf que quand ça la concerne elle, on verra bien plus tard avec Vaggy que c'est pas si facile. Un simple pardon ne résout rien, malheureusement. C'est quelque chose qui se verra plus tard et qui nous est déjà introduit au sein de l'épisode 2. L'épisode 3 nous interprète pas nous introduit, interprète pas du tout, Carmilla Carmine, que des fois j'appelle Carmilla, oui, oui, Carmilla Carmine, hein, qui donc est introduite de par la commande d'armes de Sir Pentious. Bon, là c'est un peu pour moi un défaut aussi, c'est que on finit l'épisode en mode Pentious, il est prêt à avoir de la rédemption, et là on commence l'épisode, Pentious il veut tout faire péter. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail, et c'est juste un peu ambigu, maladroit de la part du récit, mais c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est qu'Alastor bouffe une biche. Et oui, c'est la mère de Bambi. Bon, alors nous c'est aussi introduit les Seigneurs Suprêmes avec Zestial, qui éclate tout de même. Bon, Carmilla Carmine donc, bon, alors, on apprend grâce à elle que tout ce qui concerne les âmes possédées, c'est ce qui donne, ce qui octroie, c'est ce qui permet d'avoir le statut de Seigneur Suprême. Donc tous les connards à cette table possèdent des âmes. Bon, à l'instant on savait, mais les autres, ça fait quand même du mal de savoir que Rosie a fait du mal. C'est juste une cannibale, merde. Et Velvet avec le décapité. Là, ça montre que les anges, ils savent pas mettre la poussière sous le tapis. On va revenir sur l'ange décapité après, bien entendu. Mais aussi, de cette manière, on apprend que les Vises sont des seigneurs suprêmes. Et bon, bah, c'est pas très étonnant, ils contrôlent les médias, c'est très facile de choper des âmes de cette manière. Voilà, ça coule de source. Et puis, bah, on a aussi le fait que, mais bon, ça se voyait dans le design de base, Angel, c'est une araignée. Voilà. Donc, on en reviendra quand on y reparlera, quand on parlera de ça. Enfin, oh là, je perds les termes. Attendez. Ah, on en reparlera lorsque nous parlerons de la relation Angel et Valentino plus en détail. Mais bon, c'est tout de même intéressant à noter.
Bon, Nifty s'ouvre au monde, à ses amis, et ça nous permet juste de confirmer qu'elle est tarée, qu'elle est folle. Merde. Et aussi, toujours et encore une fois, on est de toute manière les plus légitimes, aussi parce que ça vient de Zestial, hein, mais de se demander pourquoi Alastor est là, à s'occuper de l'hôtel. On comprend encore une fois que ce n'est pas dans ses habitudes, que c'est quelque chose qui est étrange, vous comprenez. Et pour le moment, à part cette question, eh bien, je n'aurai pas de réponse à aborder. Donc, la chanson, la première chanson, c'est techniquement un hockey boomer. Avec la nouvelle génération que sont les Viz et l'ancienne génération que sont ces seigneurs suprêmes là. Et bah, à part montrer qu'il y a sûrement un soulèvement de la part des Viz, qu'ils veulent plus de pouvoir, on en reparlera encore une fois plus tard, il y a beaucoup de choses dont on va parler plus tard, mais c'est parce que cette série fait énormément de préparation paiement, avec bien entendu une justesse assez intéressante et impressionnante. Et donc cette chanson-là permet de montrer que les Viz, ils sont quand même assez puissants et ils veulent pas se laisser faire. Et moi je trouve que c'est très intéressant. Et donc c'est un peu pour moi le propos de cette chanson. Bien entendu aussi le fait que Carmilla a un secret. Ça c'est plus pour la narration, puisque son secret, c'est le fait que c'est elle qui a tué l'ange. Et donc là, ça nous amène quoi? Ça nous amène un léger espoir, parce que jusqu'à maintenant, on savait juste que nos personnages étaient dans la merde. Et c'est tout, parce que l'extermination est avancée, parce que les anges sont trop puissants, etc., etc., etc. On n'en est pas encore au moment où les anges vont littéralement menacer l'hôtel, mais on est quand même dans une situation où ça puait du cul. Et là, Carmilla, elle permet juste d'apporter un certain espoir. Et c'est aussi un parallèle avec Vaggie qui est un ange. Encore une fois, révélation que l'on aura plus tard. Et aussi, la chanson de Vaggie, au-delà de l'ange et de l'espoir aussi, c'est aussi une espèce de préparation pour le 1v1 Carmilla et Vaggie. Que lorsque Vaggie connaît la douleur, et que maintenant elle doit ouvrir son cœur. J'adore cette chanson. Donc, chacun essaye à sa manière d'aider Charlie aussi au sein de l'Antel, avec Angel qui propose du cul, qui est maladroit, mais qui montre encore une fois à quelle manière il est tout de même assez, pas introduit, mais il est quand même dans le truc. Voilà, vous voyez, il est quand même dans l'idée de vouloir aider Charlie. Il fait mal les choses, il les fait de travers, mais il les fait quand même. Il tente, il fait au mieux. Et aussi, Vaggie avec la guerre, et pour le coup, elle réussit. Encore une fois, ça nous montre, parce que je ne vois pas dans quel autre contexte, bon, à part le fait que si Vaggie était une ancienne soldat, ça montre encore une fois le côté c'était un ange, parce que les anges exterminateurs sont des guerriers. Et donc là, avec son test de la guerre, techniquement, c'est ça. Quelque chose qu'elle cache. Et enfin, nous avons l'idée de Alastor qui a un atout, une carte à jouer. Donc ça montre à quel point le personnage est fort, puisqu'en plus, cet atout, il va le garder pendant pas mal de temps. Hein. Il va pas s'en débarrasser tout de suite. Et la fin avec le fait que Pentius est con. C'est tout ce que nous apprend cette fin. Et voilà donc pour ce qui est de l'épisode 3. L'épisode 4, alors maintenant on va parler de l'emprise de Valentino avec Angel, parce que c'est un peu la thématique. Là, l'épisode 4 c'est Angel. Et ce coup-ci. Angel. Bon alors déjà la caractérisation de Charlie qui se fait vis-à-vis de ce que Vaggie lui propose par rapport à son statut. Hein. Charlie, tu es littéralement la fille de Lucifer, tu peux faire ce que tu veux, mais malheureusement... Mais c'est trop méchant! Et Charlie ne sait pas être une patronne agressive. Ça, on le voit. Parce qu'elle n'arrive pas à se faire respecter. Quelque chose qui sera important dans la suite, encore une fois, lorsqu'elle essaiera de convaincre les cannibales. Mais, on voit que lorsqu'on s'en prend à ses amis, elle pète vite un câble et devient très agressive. Encore une fois, élément qui sera assez important lors de la mort de Pentius et qu'elle défoncera la gueule de Adam. J'ai eu du mal à le dire, je ne sais pas pourquoi. Donc, la thématique de Angel, l'homme du sexe, avec... Bon, alors, Angel, son rapport par rapport à Valentino. Hein. Donc là, la chanson qui montre aussi
ça montre aussi cette emprise qu'a Valentino sur lui, avec le contrat, avec tout le blabla, avec la drogue, avec la fumée, le papillon de lumière, etc. D'ailleurs, on voit pendant la chanson que le flacon de merde, là, il baisse un peu, hein, donc bon, disons que théoriquement, techniquement, son poison en tant que moth, hein, que papillon de nuit, c'est littéralement du poison. Voilà, c'est ça les rapports insectes, hein. D'ailleurs en parlant de rapports assez intéressants, c'est le fait que dans le règne animal, normalement l'araignée domine le papillon de nuit, ou même le papillon tout court, et là ben c'est l'inverse. Et je trouve que ce détail est assez intéressant. Charlie qui est toujours obsédé avec le pardon, et qui d'ailleurs est trop émotive, et on fait des caisses, je veux dire 1 milliard de lettres, et ah cette bouille, ah cette bouille, Charlie. Angel qui s'ouvre bien entendu, ou le fait que là on est une aussi grosse évolution entre Angel et Husk, qui jusque-là se détestaient. Bien entendu, comme je vous rappelle, au tout début, on a une préparation paiement de leur future relation, et c'est à ce moment-là que le paiement arrive, et on est à la moitié de la série, puisque les deux, dans leur chanson, permettent d'évoquer plusieurs éléments. Déjà, un peu les révélations de Husk qui a perdu aux cartes, hein. D'ailleurs, élément assez cocasse, une des cartes à la gueule de Nifty. Donc, on pourrait supposer que Nifty était une âme sous Husk, parce qu'on apprend que Husk était aussi un seigneur suprême, et que maintenant que il a tout perdu face à Alastor possède aussi Nifty. Mais en tout cas, voilà, on apprend que Husk faisait partie des seigneurs suprêmes. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois. Et donc, cette chanson permet d'agrémenter leur relation. Et donc faire que on passe, entre guillemets, de personnes qui se supportent que dans un sens, à ce qu'on peut appeler littéralement un couple. Et c'est de toute beauté. Et ça montre aussi la vraie détermination de Angel, élément qui sera important pour après. Et en revenant sur Charlie est encore une fois trop émotive, hein, et ça se voit, puisqu'elle chiale littéralement pour un pardon. Mais regardez-moi cette bouille. L'épisode 5, bon alors, faut que je le casse là parce que je l'aime bien, voilà, on a une ref au même, il y a beaucoup de refs mais je les fais pas toutes pour des raisons évidentes, j'en fais que quelques-unes parce qu'elles me font marrer. Bref, ce qui va par là, c'est l'épisode 5 qui est pour beaucoup de personnes un des meilleurs épisodes, puisqu'il s'agit de l'épisode des relations fille-papa, déconstruire le mythe de Lucifer. Voilà comment on pourrait appeler cette partie, puisque Lucifer, c'est tout de même le seigneur des enfers, ce que vous voulez, enfin, c'est tout de même quelque chose qui est un nom, hein, dans l'imaginaire collectif et dans la culture générale. Et là, ce mythe de Lucifer, nous le déconstruisons dans cet épisode. Pourquoi ? Parce que il tient les meilleures répliques de la série à mon sens. Salut ma petite pouffe. Non, 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 non. Non, Charlie, non. En clair, c'est non. Dans les dents, la dépression. Vous occupez bien de ma fille adorée. Sinon, je vais... Mince alors, tu aimes les filles? Eh ben moi aussi. On a tellement de points communs. Et maintenant, je vais totalement te déflorer. Et on voit surtout que c'est un père aimant, qui est très maladroit. Quelqu'un qui est pas con, mais très... Comment dire, qui aime les canards surtout, mais aussi qui est très lâche, mais qui aime, quoi. Et donc... Là, ça va amener un point important, c'est Alastor. Parce qu'Alastor serait jaloux de la relation père-fille, qu'octroie par la nature Charlie et Lucifer. Parce que bon, on voit bien que notre cher Alastor, Charlie... C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'Alastor, on sait rien de lui. Et là, encore moins. Alors que... Enfin, je veux dire, là, littéralement, il défend sa place de père, tel... un prédateur qui défend son territoire, mais, enfin son père de substitution bien entendu, mais, je veux dire, est-ce qu'il est sincère ou pas? C'est ça qui est intéressant, parce que, bon, encore une fois, là je vais parler d'un élément qui est vraiment dans les détails de toute la série, c'est justement que tout est dans les détails. On pourrait analyser chaque frame, que ce serait intéressant, et là on voit bien que en arrière-plan, il fronce, pas le sourcil, mais la paupière, et personne ne le voit. Donc c'est naturel cet aspect-là. Et donc, est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il fait? Encore une fois, on va y revenir, mais le personnage est beaucoup trop mystérieux pour pouvoir vraiment dire quelque chose d'octroyé.
Parce que Charlie est la convoitise des deux popos des meilleurs papas de l'enfer, si on traduit littéralement. Et donc aussi, on a la créativité, hein, qui est celle de Lucifer. Les deux sont mis en parallèle, hein, je veux dire, Lucifer et son obsession des canards et son envie de créer, et Charlie avec aussi son envie de créer d'une certaine manière. Enfin, c'est un parallèle qui vient avec justement Charlie qui a son père biologique et son père de substitution, élément assez intéressant. Et la chanson d'ailleurs détermine cet aspect-là autour des deux, bien entendu. On a aussi la rumeur sur l'origin story d'Alastor, qui est présentée par la grosse merde, là j'ai oublié son nom, et donc le fait qu'il ait supprimé des seigneurs suprêmes, que c'est quelqu'un qui aurait fait des choses horribles et tout, mais que il est doux comme un agneau MDR parce que... Mais sous cette couche des plus sombres, il est doux comme un agneau, mais lui du jazz et 2 doigts de whisky, il ronronne comme un chaton. Mais aussi ça remet encore une fois en question son absence. Pourquoi? Parce qu'il paraît pas plus puissant qu'avant, il paraît toujours aussi puissant, si on voit les réactions des personnages. Donc pourquoi il s'est absenté? Encore une fois, on reviendra peut-être là-dessus. Mais on peut rien déterminer pour le moment. Mais ce qui est important, c'est qu'on apprend qu'Alastor est aussi tenu en laisse. Oups. On va y revenir encore une fois. Et bien entendu, Lucifer qui partage son opinion du paradis. Encore une fois, une petite préparation à ce qui va se passer juste après, enfin au niveau de l'épisode, en le disant à Charlie que le paradis c'est de la merde. Et voilà, toute la vérité sur le paradis qui est présentée dans la chanson, parce que lui, il veut juste protéger sa fille. Et on a un peu du lore de Charlie enfant, justement, avec la relation. Et... oh bah tiens, Lilith, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu montes pas ton faciès? Hein? Et bien entendu, la poker face de Vaggie qui va arriver au paradis, puisque nous apprendrons encore une fois dans le prochain épisode que Vaggie est un ange, et plus qu'un ange, un exterminateur. Enfin, ancien exterminateur. L'épisode 6, le pourparler au paradis, comme j'aime l'appeler. Bon, bah, toujours Nifty, hein, qui est cocasse. Et qui est folle, mais bon voilà. Ensuite on a les relations, donc Angel, Cherry, Serpentius, qui peut aller un peu, non pas comme le V des Viz, mais plutôt avec Angel et Cherry qui sont BFF, j'allais dire BFF Forever, mais non, parce que BFF veut déjà dire BF Forever, enfin bref, qui sont BFF, ainsi que Serpentius qui est à la fois l'ennemi de Cherry, mais qui peut-être a plus que de la haine pour Cherry. Et pouvons-nous oser parler d'amour envers Cherry? C'est beau bordel de merde! Et ensuite, un petit acte de Adam aussi qui est assez drôle au paradis, puisque, comme il le dit lui-même, je suis qu'un homme! Et c'est pour ça, Adam, que nous allons te pardonner de tous tes péchés, sale merde! Bon, la révélation de Vaggie qui est un ange, ça on le sait, c'est acté dans cet épisode. Et bien entendu, nous est introduit le fait qu'au paradis, ils sont racistes envers les êtres de l'enfer. D'ailleurs, la première chanson certes, permet de faire d'une certaine manière une propagande, hein, avec bon, d'un côté les dires de Saint-Pierre et du Séraphin Suprême, là, et bon, aussi d'Emily, c'est-à-dire qu'on a un reflet qui est opposé à l'enfer aussi d'une certaine manière, et donc on a de la propagande. On est en mode, ouais, le paradis c'est trop bien, blablabla. Et on a un équilibre qui se voit entre les deux discours, parce que d'un côté on a Emily qui a très peu de temps de chanson, mais qui permet de montrer une gentillesse, et de l'autre côté on a Séraphine et Saint-Pierre qui sont plus en mode ouais l'enfer c'est pas bien, enfin non pas l'enfer, non je suis con, le paradis c'est bien, mais vous n'y serez jamais. Et d'un côté comme je dis, Emily qui est plus en mode ah l'enfer c'est sympa et tout, venez, je sais pas quoi. Donc on a d'un côté une invitation et de l'autre côté de l'hypocrisie. Et aussi on comprend que Séraphin, Séraphine, le Séraphin suprême là, bon, n'est pas non plus toute blanche par rapport à l'extermination, mais on va en revenir lorsqu'on va parler de la deuxième chanson, et je vais avoir du mal à en parler. Bon alors, la tension qui est présente, c'est agrémenté de cette hypocrisie, parce que bon, la tension, elle, c'est d'un côté Angel qui est développé et qui est, ça c'est un parallèle qui permet d'avancer le récit,
Mais ce développement permet aussi de montrer que Angel est techniquement une âme pieuse, puisqu'il respecte les éléments qu'ont octroyé le paradis, en disant « Oui, alors il faut faire ci, faire ça, faire ci ». Et c'est ce que Angel fait. Donc, pourquoi Angel n'est pas au paradis? Et c'est toute cette thématique qui est mise en lumière, mais qui va vite être effacée par, justement, Adam et Luth et tout ce bordel, justement. Parlez très, payez-vous, cette merde ne mérite aucune pitié. Ce n'est qu'une pute qui passe sa vie à genoux pour pas perdre du temps à en parler. Il n'y a rien de plus à dire, c'est bon, tu peux partir. Et n'oublie pas que l'enfer est éternel. On ne vit qu'une seule fois, rendez-vous dans un mois. Si tu savais comme je suis pressé de descendre et de t'exterminer. Et puis bon, aussi on a de cette manière quelque chose d'assez drôle, le fait que Angel est en enfer alors qu'il s'appelle Angel. C'est drôle, non? Moi ça me fait bien rire, en tout cas, j'en ai rien à foutre. Mais on va parler maintenant de la chanson avec Emily et Charlie qui d'un côté change la donne, présente l'injustice, hein, et puis que c'est aussi une représentation de la nouvelle génération, avec d'un côté Emily qui est la fille du Séraphin suprême, qui est en gros la plus haute autorité là au paradis techniquement, et Charlie qui est la fille de Lucifer, techniquement la plus haute autorité de l'enfer, et que les deux veulent marcher main dans la main. Si l'enfer est éternel, le paradis est un leurre. Si les anges sont aussi cruels mais sont toujours vainqueurs, à quoi sert de nier ce qui est éternel, vraiment sacré ou damné, ces pauvres pécheurs pour mieux les voir crever. Sachant que si on s'en réfère à l'introduction, c'est techniquement Séraphim qui a envoyé Lucifer en enfer. Ah, les relations, c'est tellement beau. Et donc le parallèle avec l'enfer qui est éternel, ça fait un écho à la deuxième chanson de l'épisode 1. Et surtout, on a ce moment incroyable avec Séraphim qui se révèle en tant que grosse tarée de merde de... Ah, j'adore. Et aussi la révélation donc envers Charlie, cette fois-ci, que Vaggie est un ange. Et qui va être assez intéressant pour l'épisode 7 avec la thématique du pardon. Et on révèle aussi au monde le fait que l'extermination, voilà, tout ce bordel ça existe et tout blablabla, tout le truc, tout le bidule et tout le chouette, mais qu'on s'en bat les couilles, et là ça enfonce encore plus Charlie dans la merde, parce que l'extermination est avancée, l'extermination ne fait ni chaud ni froid aux anges, et surtout l'extermination se fera surtout sur l'hôtel Esprit. Maintenant c'est plus un secret. Et là, les enjeux de taille sont posés. Vous voyez un peu la différence avec Eluva Boss ou c'est juste des épisodes limite indépendants les uns des autres? Ouais, j'aime toujours pas trop cette série, ouais. L'épisode 7, l'avant-dernière œuvre d'art de cette œuvre d'art. Oui, je suis crevé, du coup je parle mal, je dis des choses qui n'ont ni queue ni tête. Alastor qui joue sa carte sur Carbia. Et oui, la préparation a été faite et le paiement arrive. Je vous le rappelle que cette information, il l'a depuis l'épisode... Attendez 2 secondes. Il faut juste que... C'est des... c'était la pitch. Non, c'est la pitch 3, 4... Oula, merde, attendez... Oui, depuis l'épisode 3. Et donc là, on a le fameux marché envers Alastor. Et là, on peut faire des théories, blablabla, mais on n'a rien vraiment pour le faire, parce que tout ce qu'on sait, c'est que tout ce que veut Alastor dans ce marché, c'est que Charlie lui rende un service qui n'implique pas son âme, ni la mort de quelqu'un. Enfin, le fait de blesser quelqu'un. Je reprends les termes, mais bon, pas dans le même sens. Et alors là, on va en reparler en théorie, hein, bien entendu, quand on parlera de l'épisode 8. Mais pour le moment, on ne peut rien vraiment avancer et dire parce qu'Alastor est putain de mystérieux. Et il nous donne aussi toute sa philosophie du sourire. Je vous laisse avec sa magnifique tirade. Il ne faut pas se fier à un sourire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière. Un sourire est un outil très précieux, ma chère. Il inspire tes amis, fait douter tes ennemis, et te garantit que peu importe l'obstacle que tu rencontreras, ce sera toujours toi qui auras le contrôle. Bon, avant de rentrer dans le sujet le plus sérieux, enfin de revenir là-dessus, Rosie est un amour et Carmine aussi, elles sont trop choupies.
Bref, les chansons s'unissent d'une certaine manière parce que d'un côté, ben, on a Charlie et Vaggie qui sont unis au travers de ces deux chansons parce qu'elles sont toutes les deux séparées, on n'a toujours pas le pardon. Parce que oui, c'est plus facile de dire « Oh, mais dire pardon, c'est facile !» Mais bizarrement, quand c'est une grosse merde qui t'arrive dans la gueule, bah là, c'est pas facile. Bah oui. Réfléchis, Charlie, réfléchis, merde! Bon. Ces liens, c'est aussi mis avec l'amour. On a aussi le retour des ailes de Vaggie qui écoute son cœur, bien entendu, comme le dit la chanson, avec justement d'un côté aussi le fait que bah, pour l'hôtel, Vaggie, d'une certaine manière, cherche une certaine rédemption. Et ça, c'est quelque chose qui est agrémenté par les dires de Rosie. Donc, pour le moment, sur la liste, on a Pentious qui est le deuxième client, on a Angel qui est le premier client, mais on a aussi Vaggie qui pourrait faire partie des personnes qui cherchent la rédemption. Et c'est pas déconnant de penser ça. On a aussi tout le parallèle avec les actes pour le pardon, le fait qu'aimer est supérieur au pardon, et donc voilà, bon blabla. Enfin, Charlie apprend sa leçon, et apprend que juste dire pardon, c'est pas facile, enfin pas que c'est pas facile, mais que c'est pas facile de pardonner juste parce que quelqu'un dit pardon. Donc c'est toute cette évolution de personnage qui est assez intéressante, et je vous rappelle encore une fois que le côté dire pardon c'est facile, c'est quelque chose qui est présent presque depuis l'épisode 1, depuis le début. Bordel que cette série présente bien ses personnages, bordel que cette série présente bien l'évolution de ses personnages, bordel que cette série est loin d'être débile. Alastor donc, qui, ben aussi... Enfin, Alastor, j'aimerais quand même comprendre quelque chose. Pourquoi tu parles du potentiel de Charlie? Parce que... Oui? D'accord? Il y a quand même des trucs intéressants à noter. Je veux dire, il y a un truc jusque-là qui m'avait pas vraiment marqué à l'esprit, mais on est d'accord que Charlie, fille de Lilith, démon de la chanson, reprend un peu son pouvoir, vu que c'est elle la première à chanter, que ce soit dans le pilote ou dans la série. Mais, ce n'est pas la seule à chanter. Mais, en soi, est-ce qu'on pourrait pas se dire que tout ce potentiel, ce serait le fait que ces chansons, comme Lilith, peuvent être bien plus que de simples chansons, mais peuvent littéralement être des armes de destruction massive de guerre, un peu comme Chirauchi dans One Piece, avec son chant de sirène de merde là qui contrôle les rois des mers. Hein? Est-ce qu'on pourrait pas se dire que justement, Alastor aurait un service à demander plus tard à Charlie qui serait d'utiliser ses pouvoirs de chanson sans forcément que ça blesse les gens implicitement, mais plutôt que ça les contrôle? Est-ce qu'on va pas revenir aussi sur Alastor par rapport à la chanson finale? Est-ce qu'Alastor a quelque chose de bien plus grand en tête? Est-ce que c'est que ce potentiel de Charlie? Épisode 8. Ah bah l'épisode 8 commence avec un spoiler techniquement, avec le fait que... Allez Nifty, il faut que tu plantes tous les anges! Adam il est capoute. Oui, aussi la relation Alastor-Nifty qui est un peu augmentée avec... déjà on sait que Nifty elle adore les bad boys, mais surtout on voit que là la relation est un peu creusée entre guillemets parce que déjà ils sont très choupis ces deux psychopathes, mais surtout ça peut d'une certaine manière un peu confirmer le fait que Nifty était à la base une âme de Husk, et que maintenant elle appartient à Alastor. Dans le sens où ils se connaissent pas tant que ça, alors que Husk pourrait mieux connaître son âme, enfin l'âme qu'il a piqué, en l'occurrence Nifty, et que Alastor apprend un peu, en apprenant à s'ouvrir au monde, hein, c'est-à-dire avec Charlie et tout le bordel, et peut-être qu'il apprend aussi à découvrir Nifty. Mais bon, ça c'est qu'un détail à la con, donc j'avais quand même juste envie d'expliquer. Au-delà de ça, les vises. Alors, les vises, j'adore parler de ces mecs. Alors, c'est un peu à mon sens un reflet du spectateur. Enfin, ça dépend d'une certaine manière, parce que on voit juste 3 connards qui sont devant un écran et qui sont à fond derrière la bataille finale, chose que nous sommes. La seule différence, c'est peut-être l'envie de voir les gens mourir. C'est-à-dire que nous, on veut voir les héros de ce récit mener à bien leur bataille, alors que les Vises veulent juste les voir crever. Donc voilà, pour moi, ce parallèle s'arrête à peu près à ça. Mais le parallèle est tout de même intéressant à présenter, à mon sens. Et Alastor est-il touchant? Oui, il est touchant. Mais on va en reparler à la fin. Oui, jusqu'au bout. Alors, donc,
on a la fameuse chanson de l'amour entre Vaggie et Charlie, hein, qui sont prêtes à y aller, hein, c'est la bataille finale, on y est prêt, et tout ça se ressent avec une cassure techniquement, pas explicite, mais plutôt métaphorique, avec le rock d'Adam lorsqu'il arrive. Et donc, bon, on montre aussi quelque chose d'intéressant, c'est que Alastor est un petit peu faible par rapport à Adam. C'est-à-dire que jusque-là, c'était l'un des êtres les plus puissants, c'est techniquement le Seigneur suprême le plus puissant, mais il perd la face contre Adam. Et ça, c'est intéressant. On va encore parler de sa puissance après. Il y a beaucoup de choses qu'on va redire sur Alastor, hein, oui, je sais. Et bon, ça montre aussi le pouvoir de Charlie qui peut littéralement détruire ce qu'elle veut. C'est tellement intéressant et tellement génial de faire ça. Je veux dire, on a un des personnages qui est limite l'un des plus cheatés. Mais, enfin, elle a tellement un grand cœur qu'elle ose pas le faire ou qu'elle y pense pas ou que... Mais, enfin, regardez quand elle le fait comme c'est jouissif à voir. Ça Oh, désolé. Pardon. Chérie, c'est pas le moment de t'excuser. Ah, oui, pardon. Mourrez tous, bande d'enculés. Et bien entendu, en parlant de choses jouissives, comment ne pas parler de Sir Pentious et de son sacrifice qui lui octroie la rédemption. Mais surtout aussi, ça montre la force de Adam, quoi, qui, genre, en faisant juste un piou avec son doigt, peut carrément détruire tout un vaisseau, tout un gros truc, là. Élément qui était en préparation aussi. Et oui. On a aussi ce côté dialogue autour de l'enfer, avec d'un côté Vaggie qui épargne Lutte, le père de Charlie, donc Lucifer, qui épargne Adam, et bon, Nifty qui tue Adam parce que c'est une mort à la hauteur du personnage. Ce gars est un gros sac à merde. Alors bon, bien entendu, là je parle du Adam de la série, hein. Mais Adam dans la série est un énorme sac à merde. Forcément, il a une mort de dos, une mort de lâche, une mort pathétique. Il est tué par Nifty, quoi. Je veux dire, au-delà de la blague, c'est quelque chose qui est à la hauteur du perso. C'est quelque chose qui est cohérent avec sa mort, enfin, avec le personnage. C'est quelque chose qui est bien écrit, qui est bien. Il y a une préparation paiement, il y a tout qui est fait pour que ça... Toutes les lignes obliques conjointes vers ça. Et ça, j'aime. Et Adam est mort, ça c'est fait. Mais, alors, quels sont les enjeux avec la mort d'Adam? Parce que vous allez me dire, oui, ok, c'est le premier homme, c'est un connard, il contrôle juste les examinateurs, mais c'est tout. Alors, on apprend à la fin que déjà Lilith, elle fait bronzette sur la plage. Bonjour Lilith, où sont passées tes cornes? Mais surtout, l'accord est terminé et Lutte prend les commandes. Et Lilith doit arrêter le bordel qui se passe en enfer. Ouh. Alors au-delà juste du teasing, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que l'hôtel Has-Been était protégé entre guillemets par l'accord avec Lilith, peut-être que justement Adam n'a pas respecté son accord à la fin, enfin peut-être qu'il y a beaucoup de choses, parce que même Adam ne tue pas vraiment Charlie, il la menace juste, mais peut-être que voilà, l'accord c'était de Lilith, c'était de ne pas tuer Charlie, enfin c'est quelque chose qui est présenté par Lutte au tout début, qui est le fait que si Charlie est encore en vie, c'est par rapport au privilège de son statut social. Donc peut-être que c'était ça l'accord, ou qu'elle était intouchable sa gamine, mais enfin de quoi, et que peut-être en échange Lilith pouvait vivre au paradis. Enfin bref, ça c'est des choses dont on ne sait pas vraiment, et on en parlera bien entendu plus tard dans la saison 2, parce que là je ne vois pas qu'est-ce que je peux amener d'autre. Très sincèrement, on n'a pas d'autres éléments, hein. On va reparler d'Alastor, ne vous en faites pas. Parce que la chanson de l'espoir, qu'est-ce qu'elle amène? Enfin, avant ça, juste, Sir Pentious, il est la preuve morte que l'hôtel Has-Been fonctionne. Cependant, ce n'est pas forcément une fin heureuse, ce que nous avons là. Je ne veux pas chier sur à quel point on est tous heureux de voir que ça fonctionne et qu'il y a de l'espoir, mais c'est de l'espoir seulement pour spectateurs. Parce que je vous rappelle que dans la tête des personnages de l'hôtel Has-Been, Pentious est juste mort. Et pour le moment, seuls ceux au courant sont Séraphine et Emily. Emily, elle va le crier sur tous les toits, c'est sûr, mais Séraphine, je pense qu'elle veut étouffer l'affaire. Donc moi, là, juste, j'y vois quelque chose qui amène de l'espoir, mais en même temps, pas trop. Donc j'ai pas envie de me réjouir trop vite. Et aussi, vite fait, avant de parler de la chanson finale, c'est le fait
que lorsque l'hôtel est détruit à la fin, on a écrit Has been hell. Genre, c'était l'enfer. Ce qui montre que peut-être que le futur les amène à l'église. Et par là, j'entends bien entendu la chanson de l'espoir final. Alors, les deux éléments vraiment importants à présenter à mon sens, c'est déjà les vises. Le futur nous amène à l'église. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Là, vous pourriez me dire, oui, bah, c'est très simple, ils savent pour le paradis, et voilà, donc ça fait qu'on peut, voilà. Non. À mon sens, ils sont juste conscients à ce moment-là qu'on peut buter des anges. Et donc, il serait pas déconnant de penser que si le paradis envoyait des trucs pour tuer des pécheurs, bah, il est probable que l'enfer puisse accéder au paradis pour foutre la merde. Et donc je pense que les vises vont être de cette génération nouvelle de Seigneur Suprême qui vont vouloir rentrer en guerre. Quelque chose qui est présenté par Velvet dans sa chanson déjà. Et c'est pas déconnant de penser que eux, tous les trois, vont comploter pour foutre la merde au paradis. Commettre des meurtres, faire des trucs horribles, etc. pour prendre leur place là-bas. Parce que n'oublions pas que ces personnages-là, ils ne sont pas en quête de rédemption. Eux, le chaos et l'enfer, c'est leur business. Ils sont très bien là où ils sont. Ils sont en haut de l'échelle alimentaire d'une certaine manière. Donc c'est littéralement des seigneurs suprêmes. Donc quel intérêt ils auraient d'aller au paradis? À part pour foutre la merde. Donc sans forcément être dans cette idée de rédemption de quoi que ce soit, les vises pourraient foutre la merde et comploter pour détruire un peu le paradis. Voilà, à mon sens, que signifie l'avenir nous amène à l'église. Et parlons maintenant d'Alastor. Alors, Alastor, il est faible, il a passé un contrat, et il est intéressé par l'Has-Been Hotel. Enfin, l'hôtel Has-Been. Bon, alors... il y a probablement un lien aussi avec Lilith, puisque ça fait 7 ans de leur manière de deux. Mais à part dire que c'est la pute de Lilith et qu'il est censé garder un œil sur Charlie, je ne vois pas quoi dire. Parce qu'encore une fois, on est sur un personnage qui est très mystérieux de par son sourire de merde là. Et que la seule fois où on ne le voit pas sourire, c'est quand il est en train de se dire que c'est la merde. Enfin, qu'il se sent faible et tout. Donc... est-ce qu'il est vraiment sincère quand il dit que l'hôtel compte pour lui, ou est-ce qu'il joue un rôle? Surtout que lui aussi se présente comme futur grand antagoniste, puisqu'une fois libéré... devinez un peu qui va régner. Voilà pour ce qui était de mon analyse générale de Has-Been Hotel, épisode par épisode. Bien entendu, je n'ai pas parlé des 550 milliards d'easter eggs présents dans la série parce que j'ai autre chose à foutre, mais aussi je n'ai pas parlé d'autres éléments parce qu'on n'a rien à dire dessus pour le moment, à part juste théoriser et encore, et enfin, à part répéter des trucs que certaines personnes ont déjà dit sur internet, il n'y a aucun intérêt. Donc oui, je n'ai pas parlé de ça ou de ça. Bien entendu, je n'ai pas parlé de tout ce bordel, mais pour des raisons assez évidentes. Je voulais surtout me concentrer sur la série en elle-même et ne pas aller plus loin pour le moment, parce que je suis ok sur le fait, enfin pas ok, mais je suis conscient que ça appartient à un grand tout, que c'est un lore, que c'est un univers, que l'Eluvaverse existe. Mais je voulais surtout me concentrer sur Has-Been Hotel. J'espère que cette analyse, review et un peu de théorie sur la série entière vous aura tout de même plu. Je n'ai pas non plus parlé du pilote parce que en soi le pilote c'est un pilote, hein, et bon bah là, même si c'est canon, c'est un peu périmé entre guillemets pour en parler dans les détails. Mais voilà. Et bon bah je sais que la vidéo sort beaucoup de temps après la sortie d'Has-Been Hotel, mais je n'en ai rien à foutre. Bref, à une prochaine. L'enfer est dit, éternel mon cher, tu ne peux y échapper. Désolé de croire, mais vous devez rester, vous devez vous purger. Vous avez survécu à la succule, ce n'est que le début. Avec cette tentative pathétique de créer un récit, vous n'êtes qu'un abruti perdu et seul. Vous ne servez au monde que d'un muscle. Vous croyez que je m'intéresse à vos états d'âme. Perdu mon cher, vous êtes bien, t'es la grosse merde que tu es. Le futur
jamais même ma narration ne te sauvera pas. Arrête de rêver, arrête tes conneries, reste avec moi, tu es mon jouet. Rien à voir avec ce vieux démon chaotique. Me servir, tu ne sers qu'à ça. Ne te crois pas aussi mon vieux, tu restes le bouffon de la cour de la reine. Dis bonjour à Lily, dis bonjour aux problèmes. Allez Roxelle, ton destin c'est ta fin. Tu n'es qu'un abruti perdu et seul. Tu ne sers au monde que d'un muscle. Tu crois que je m'intéresse à tes états d'âme. Perdu mon cher, tu es mien, t'es la grosse merde que tu es. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.